Aujourd'hui, je suis aux côtés de Marie Garret et je sais que c'est une interview. Déjà, bienvenue Marie. Merci. Je Bonjour. je sais que c'est une Sam. interview qui est attendue dans le sens où Marie, il y a eu beaucoup d'actualités qui ont été écrites, qui ont été dites, beaucoup de commentaires, beaucoup de jugements, que ce soit dans la presse institutionnelle ou sur les réseaux sociaux. Tu ne t'es jamais exprimé. Non. Beaucoup ont raconté ton histoire, mais toi, tu ne l'as jamais fait. Oui, on s'approprie mon histoire. On Ouais. s'approprie ma vie. Ça te gêne, ça? Oui, ça me gêne énormément. Enfin, je ne suis pas du genre normalement à raconter ma vie. Malheureusement, on est obligé certaines fois de se justifier. Mais oui, ça me gêne énormément parce que on me crée un personnage en fait qui n'existe pas. Et Marie n'a pas le droit d'exister. Aujourd'hui, est-ce que tu es prête à raconter cette histoire? C'est très difficile pour moi de raconter mon histoire parce que voilà, je suis quand même assez pudique. Donc raconter mon histoire, c'est difficile. C'est des choses normalement qui restent dans le cadre de l'intimité. Donc j'ai aussi une certaine honte de tout ce que j'ai pu subir dans ma vie et ces derniers temps notamment. Donc c'est pas quelque chose d'évident pour moi. D'accord. Et c'est quelque chose que tu souhaites faire, pourquoi? Je souhaite tout simplement que la vérité soit entendue par le public et qu'on cesse de m'inventer une vie en fait. Qu'on cesse de s'exprimer à ma place. Je te propose de commencer par un extrait vidéo. Récemment, tu as posté une vidéo avec ce qui serait ton nouveau chéri. D'ailleurs, tu pourras nous dire comment il s'appelle. Regarde et je te pose mes questions juste après. Alors on peut lire dans les commentaires de cette vidéo, commentaires que tu as toi-même mis en avant en faisant une vidéo réaction qu'on verra juste après, à la limite de lui glisser un doigt, pardon, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, une vidéo inutile, Loana numéro 2, j'ai frôlé la crise d'épilepsie, je trouve ça vraiment très malaisant. Est-ce que tu as compris ces commentaires? Dans quel but tu as posté cette vidéo? Je n'ai absolument pas compris les commentaires parce que j'ai posté cette vidéo que je trouvais sympathique. C'était une vidéo qui pour moi respirait l'amour et qui n'était en aucun cas choquante. Je ne publierai pas de toute façon des choses qui pourraient être vulgaires ou choquantes. Donc j'ai pas compris. La plupart des gens attendent de me voir heureuse, me posent énormément de questions sur ma vie personnelle et ma vie sentimentale. Alors là, j'ai juste voulu faire un petit cadeau entre guillemets à toutes les personnes qui me suivent en leur montrant mon bonheur. Et voilà, ça a été perçu comme ça. J'ai eu énormément de mal à le comprendre, surtout au vu de ce qu'on nous montre à l'heure actuelle à la télé, quoi. C'était quoi que tu voulais signifier? Tu voulais montrer quelque part au travers de cette vidéo que tu reprenais enfin le contrôle, que tu avais rencontré quelqu'un, que tu commençais à être heureuse? Au travers de cette vidéo, je voulais montrer du bonheur. Je voulais voilà, montrer un moment positif, tout simplement. C'est vrai que la plupart du temps, les gens ont tendance à dire que je suis dans le drama et que je suis là pour me plaindre ou que je parle de sujets plutôt négatifs. Là, c'était pour moi positif, enfin du positif, mais en fait, je me rends compte que systématiquement, on m'attend en tournant quoi que je puisse faire. On va regarder justement la réaction que tu as eue. J'ai fait une petite vidéo hier avec mon nouveau compagnon, parce que vous me demandez des nouvelles, et parce que visiblement ma vie vous intéresse. Nous sommes restés très discrets, c'était une vidéo très sympathique qui respirait l'amour, mais visiblement, ça ressemblait de très près au début d'un film de Jackie et Michel, ou à tout simplement une séance de mime, ou tout simplement au début d'un film X, ou au début d'un mauvais film. Mais écoutez, vous ne saurez plus rien de moi. Ne me posez pas de questions sur ma vie, ne me demandez pas si je vais bien. Franchement, une vidéo inutile, une vidéo inutile. Vous êtes tous à vouloir savoir exactement ce qui se passe dans ma vie. Si j'ai un compagnon, je suis bombardée de questions, bombardée de messages. As-tu quelqu'un dans ta vie? Es-tu heureuse? Non, ce n'est pas celui qui m'a fracassé la gueule parce que je ne suis pas encore complètement tarée, bien que vous ayez l'air de penser le contraire. Non, ce n'est pas celui qui m'a bombardé la gueule. Non, 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 pour reprendre vos propos très vulgaires, parce que je vous trouve absolument vulgaire. Pour le coup, moi je ne le suis pas, mais je vous trouve absolument vulgaire dans vos propos. Une vidéo qui a donc été reprise par le blogueur Skyrest TV et qui me permet de te poser des questions justement sur ce nouveau compagnon. Tu le dis toi-même, d'habitude je suis très discrète, on est très discret. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés, c'était quelque chose
d'inimaginable en fait. Ça a été une rencontre totalement au hasard. Ça fait pas énormément de temps qu'on est ensemble, mais bon, ben maintenant, j'ai tendance à avoir mes radars, hein. Donc j'arrive à cerner quand il y a des problèmes ou pas. Et je veux pas trop rentrer dans les détails parce que voilà, tu sais que je suis pudique et que je veux préserver cette relation. À chaque fois, voilà, j'ai mis une petite vidéo, j'ai donné des éléments à mes followers, j'ai donné des éléments à mon public, mais voilà, tout ce qui est caché ne peut pas être détruit. Et pourquoi tu dis non, ce n'est pas lui qui m'a fracassé la gueule, comme vous le dites, ce n'est pas celui qui m'a bombardé la gueule. Tu dis même que c'est des propos très vulgaires, ça veut dire que c'est ce que tu lis. Ces mots-là aussi violents, c'est ce que tu lis? Oui, c'est ce que je lis. J'ai lu bombarder, fracasser la gueule. Oui, j'ai lu des termes comme ça. Donc c'est vrai que je me suis faite démolir au point d'utiliser ce genre de termes. Mais je trouve ça relativement vulgaire et relativement violent de lire ça dans des messages ou dans des commentaires. Et surtout par rapport à une personne qui n'est en rien responsable de ça, puisqu'elle n'existait pas à cette période dans ma vie. Et puis tu dis que certains disent que ça ressemble à un film de Jackie et Michel ou à une Oui. séance de mime ou OnlyFans. C'est-à-dire que des gens ont vu quelque chose de sexuel là-dedans? Ah oui, les gens ont été choqués par la vidéo. On a vu vraiment quelque chose, le début d'un mauvais film érotique ou le début d'un mauvais film tout simplement, quoi. À la limite, on se met sur une plage en maillot de bain, on se monte dessus, je peux comprendre, mais là, c'était loin d'être le cas, quoi. Enfin, j'ai pas compris. T'as jamais fait, toi, mime et OnlyFans? J'ai jamais fait mime ni OnlyFans, tu vois, je ne sais même pas le prononcer. Qu'est-ce que tu penses, toi, de beaucoup d'influenceuses et influenceurs qui se mettent sur ces plateformes? J'ai un ex-compagnon qui m'avait dit que ça partirait comme ça, la télé-réalité. Hein, il ne s'était pas trompé d'ailleurs. Mais je trouve ça décevant, quoi. Enfin, c'est triste. On peut revenir à une vie normale. On n'est pas obligé de partir dans des travers pareils, quoi. Quand on n'arrive plus à exister, j'ai l'impression qu'on a besoin de passer par le X. Enfin, je trouve ça... Ouais. Enfin, moi, je le répète, je suis plutôt pudique. C'est quelque chose qui me choque. T'as jamais eu de proposition, toi, comme ça? Je n'ai jamais eu de proposition. Heureusement. Heureusement, alors après, j'ai envie de te dire, c'est tellement monnaie courante maintenant dans la télé-réalité que ça ne me surprendrait pas d'avoir une proposition. Mais bon, ma réponse, tu la connais, ça serait bien entendu non. Et là, moi qui suis très attachée à mon métier, là pour le coup, je crois que ce serait une énorme erreur de me lancer là-dedans. On va poursuivre avec un autre extrait vidéo dans lequel tu parles notamment de Loana. Et alors là, beaucoup sur les réseaux sociaux te sont tombés dessus. Regarde. Loana numéro 2, oh peu cher, la pauvre, etc., etc. Et j'en passe. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez, parce que je suis prête à me remettre en question, en quoi vous me comparez à cette Loana. Je n'ai absolument rien contre Loana, mais je suis infirmière libérale. Je travaille depuis l'âge de 16 ans. Je vais très bien psychologiquement. Je n'ai pas spécialement d'addiction. J'arrive à aligner les mots les uns derrière les autres. J'arrive à m'exprimer. Je n'ai pas d'enfant à la DAS. Donc, qu'est-ce qui me rapproche de cette fille? Quels sont nos points communs? Dites-moi parce que j'aime bien savoir. Vraiment, j'aime me remettre en question. Pourquoi, d'après toi, le public t'est tombé dessus? Mais tombé dessus par rapport à la vidéo ou Oui. par rapport à Loana, enfin par rapport à la vidéo avec mon compagnon ou par rapport à la vidéo où je m'exprime sur Loana? Par rapport à tes propos sur Loana? En fait, en permanence, tout le monde critique Loana. Hein. Quelque part, quand on me dit que je suis Loana numéro 2, c'est un peu pour m'enfoncer. Donc c'est le public le premier à critiquer Loana. Moi, je me suis basée sur des faits. Hein, voilà. On sait que Loana elle a des problèmes d'élocution, on sait que Loana est en dépression, on le sait. C'est pas moi qui viens l'enfoncer. Alors en fait, je demande juste aux gens quel est le rapport avec moi, quoi. Ça te vexe? Ça me vexe, oui, quelque part ça me vexe parce que tout ce que j'ai pu traverser dans ma vie, la tête haute, je suis encore vivante aujourd'hui et qu'on se permette de me comparer, déjà qu'on me compare, ça me dérange parce que chacun est différent, hein, donc on ne ressemble pas à d'autres personnes, chacun est différent, chacun est individu à part entière, donc ça me dérange qu'on me compare déjà d'une, et de deux, qu'on me compare à une personne qui a la tête sous l'eau. C'est-à-dire que tu es comparé physiquement ou tu es comparé moralement à Loana? Je suis comparée physiquement et moralement. Ah, les deux? Les deux, exactement les deux, oui. Ok. Physiquement, ça te vexe? Physiquement, ça me vexe parce que c'est vrai que Loana, malheureusement,
c'était une très jolie fille, mais bon, je pense que les traitements, je pense que la dépression, je pense que elle est abîmée, hein, elle a de la coupe rose, bon, enfin, ça me fait de la peine quand même, moi qui ai eu cet accident, qui ai essayé de faire le maximum au niveau de la chirurgie reconstructrice, hein, attention, pas chirurgie plaisir comme des personnes ont pu dire, mais chirurgie reconstructrice, je me suis battue pour retrouver mon visage, et qu'aujourd'hui on me dise ça, enfin, j'estime, j'ai rien contre elle parce que c'est dommage d'en arriver là et ça fait partie des travers de la télé-réalité parce que pour moi, les casteurs choisissent des filles qui sont un petit peu fragiles, pas sensibles, mais fragiles pour pouvoir en faire ce qu'ils en veulent et au final, ça donne des filles qui après n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'il n'y a pas suffisamment de soutien psychologique. Et moralement, d'être comparée à Loana, ça te gêne? On connaît les moments difficiles qu'elle a traversés, on connaît sa descente aux enfers, elle en a parlé elle-même, c'est ces comparaisons-là qui te gênent? La comparaison morale aussi me gêne. Oui, effectivement, ces comparaisons-là me gênent énormément parce que, voilà, une fois de plus, franchement, je ne cherche en aucun cas à la descendre, mais c'est une réalité. On sait ce qu'est devenue Loana et je suis désolée, en aucun cas, je ne suis devenue comme elle et je ne voudrais devenir comme elle. C'est-à-dire, tu as l'impression que quoi, quand le public fait cette comparaison, il se dit tiens, Loana avec une descente aux enfers, Marie Garé, on a vu beaucoup de choses, on a peut-être lu des choses dans la presse, on a vu des vidéos postées par des blogueurs, elle a fait aussi une descente aux enfers, ça te fait mal ça? Il y a plusieurs personnes de télé-réalité, enfin, pas uniquement des filles de télé-réalité, mais on peut vivre une descente aux enfers sans finir complètement démunie psychologiquement. Et moi, j'ai vécu la descente aux enfers, je ne suis pas démunie psychologiquement. Je suis plus forte aujourd'hui. Donc, enfin, j'estime que ça se voit. Moi, j'aimerais être un exemple pour un certain nombre de femmes. J'aimerais permettre à certaines femmes de s'en sortir comme je m'en suis sortie. Et tu vas nous expliquer pour la première fois tout ce qui t'est arrivé. Tu vas pouvoir te réapproprier cette histoire que beaucoup ont racontée à ta place. Restez avec nous pour entendre le discours de Marie Garé. Il y a eu pas mal d'autres comparaisons. Certains t'ont comparé même à Britney Spears. Alors Britney Spears qui est quand même une icône mondiale, mais qui est connue plus dernièrement sur les réseaux sociaux pour ses danses particulières. Regarde. Pour le coup, tu trouves ça valorisant? Je trouve pas ça très valorisant non plus d'être comparée à Britney Spears parce que bon, malheureusement, elle a pas bien évolué non plus. Enfin, la Britney Spears d'avant, oui, mais je préférerais. Enfin, je connaissais pas l'histoire de tout le monde, mais je préférerais à la limite. Et pourtant, la descente aux enfers a été bien pire. Je préférerais être comparée à une Amy Winehouse qu'à une Britney Spears ou à une Loana. Ah, Amy Winehouse? Ouais, tu préférerais, tu trouverais ça plus valorisant? Oui, je trouverais ça plus valorisant parce que voilà, c'est typiquement le genre de fille qui, à cause de l'amour et à cause des hommes et à cause de la violence des hommes psychologiques et physiques, a perdu la vie et a vécu une terrible descente aux enfers. T'as failli perdre la vie, toi, Marie? Oui, j'ai failli perdre la vie à de multiples reprises. T'as connu la violence des hommes? Oui, j'ai connu la violence des hommes. Violence physique, psychologique, financière. Ces violences, on va en parler. Oui. Est-ce qu'elles ont eu des conséquences? Est-ce que tu estimes avec du recul aujourd'hui que tout ce cauchemar que tu as vécu, qui a duré quand même plusieurs années, tu en avais parlé un petit peu sur Aja, est quelque part la somme, la conséquence de ce qu'on a pu lire dans la presse et on va y venir dernièrement? Les violences que j'ai vécues, la conséquence, c'est ce qu'on a pu lire effectivement sur les derniers articles qui sont sortis dans la presse me concernant. C'est la conséquence de toutes ces violences que j'ai subies. Voilà, ma descente aux enfers. À un moment donné, pour s'en sortir, on a recours à certaines solutions. Pour trouver quoi? Pour essayer de trouver du réconfort, du bonheur ailleurs? Pour essayer de trouver du réconfort, pour essayer de trouver de la force. De la force. C'est-à-dire que tu étais tellement plus heureuse que tu avais besoin de trouver ce réconfort ailleurs? Il fallait continuer à se lever le matin. Il fallait continuer à aborder la vie. Il fallait continuer. Moi, je porte sur mes épaules ma famille. Il fallait que je continue à garder la tête haute, à rester droite dans mes bottes. Il fallait que je ne montre rien. T'as souffert? J'ai énormément souffert de ne pas être comprise. Parce que c'est vrai que ma famille a été très absente parce que justement, je donnais le change. Tu faisais croire que tout allait bien? Je faisais croire que tout allait bien. Et visuellement parlant, on avait l'impression que tout allait bien. Mais tout allait très mal. Alors que tout allait très mal.
Et un jour, c'est vrai qu'en tant qu'utilisateur des réseaux sociaux, on va sur Internet et on découvre des articles et encore à nouveau des comparaisons. Je pense à Star Mag qui avait écrit « Alors que l'affaire Pierre Palmade fait encore couler beaucoup d'encre, Marie Garret a pris le volant, sous l'emprise de stupéfiants. Au cours d'un contrôle routier le 27 juin dernier, son comportement troublant a attiré l'attention des policiers. Selon nos confrères de Midi Libre, les forces de l'ordre lui ont fait passer un test. Contrôlée positive à la cocaïne, l'ancienne star de télé-réalité devenue influenceuse a été placée en garde à vue. Dans la foulée, la police a procédé à une perquisition de son véhicule, de sa maison. À son domicile, les autorités auraient trouvé 10 grammes de cocaïne, 15 grammes de MDMA. Il s'agit d'une grave infraction et de ce fait, le parquet d'Alès ne s'est pas montré clément avec la jeune femme. Comment tu as vécu ces informations qui sont sorties publiquement déjà? C'est quelque chose de honteux déjà. C'est pas glorieux du tout. C'est des choses qui font partie de l'intimité, des choses qu'on n'a pas forcément envie que les personnes sachent. Et puis, on réécrit mon histoire en fait. On n'essaye pas de comprendre le pourquoi du comment, on n'essaye pas de savoir ce qui s'est passé, quoi. C'est facile de balancer des informations, de mettre des gros titres, mais qu'est-ce qui, derrière, a fait que la personne en est arrivée là et a pu tomber si bas? Comment tu l'as vécu déjà de lire tout ça? Tu t'attendais à ce que tout ça sorte? Absolument pas, je ne m'attendais pas du tout à ce que tout ça sorte. La police d'Alès et le parquet d'Alès étaient très bien au courant de ce que j'avais subi au niveau des violences. Tout le monde était au courant sur Alès de mon statut de femme battue. Tout le monde était au courant que je me battais chaque jour pour aller travailler, que j'étais une infirmière. Enfin, je croisais les policiers tous les matins, je les voyais tous les soirs, ils voyaient l'importance de ma tournée infirmière, ils savaient qui j'étais, quoi. Enfin, pourquoi vouloir faire du mal comme ça aux gens? J'ai pas compris. Ça t'a fait encore plus de mal? Ça m'a vraiment fait énormément de mal parce que tout le monde connaissait mon statut. Et en fin de compte, les personnes qui auraient dû être là pour m'épauler et pour m'aider m'ont davantage enfoncé. Qui t'a fait tomber dans tout ça? Comment t'es arrivée dans tout ça? Comment j'en suis arrivée là? C'est à cause de mon ex-compagnon qui m'a battue pendant des années. Voilà. C'est à cause de ça, c'est à cause de ces violences psychologiques, du chantage, de la peur. Parce qu'il y avait beaucoup de peur. J'ai mis des mois, j'ai mis des années à porter plainte, j'ai mis des années à commencer à pouvoir en parler. Aujourd'hui, j'en parle avec toi, pour mes followers, pour mon public, pour les gens qui me suivent. Mais c'est quelque chose d'honteux pour moi parce que, comme toute femme battue, on a honte de ce qu'on vit. Et on a honte de pouvoir tomber si bas parce que personne ne le comprend. Quand les gens vont vous dire « mais le premier coup, je m'en vais ». Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a de l'emprise. Il y a tout le reste autour. Moi, j'avais un cabinet infirmier, j'avais une patientèle. Je ne pouvais pas m'en aller comme ça. Je ne pouvais pas dire je quitte tout, je m'en vais dans ma famille. Je ne pouvais pas. Chaque jour, je devais assumer mon travail. C'est la double peine pour toi quand tu vois des articles comme ça sortir? C'est la double peine pour moi quand je vois des articles comme ça sortir. Enfin, pour moi, j'ai envisagé de mourir quand tout ça est sorti. Tellement c'était dur à supporter? Tellement c'était... Absolument, c'était tellement dur à supporter. C'était insupportable, totalement insupportable. On essaye de s'en sortir et puis non. C'est comme si on venait mettre le dernier coup de massue. En fait, c'est comme si définitivement on voulait me détruire, quoi. T'avais le sentiment qu'on voulait t'enterrer? J'ai vraiment eu le sentiment qu'on voulait définitivement m'enterrer. C'est horrible, mais c'est même pas pour ma famille que j'ai continué à accepter de vivre, c'est pour mes animaux. Donc là, ça fera très Loana. Non, je partage ton avis. Voilà, mais j'ai une petite meute de chiens et voilà, ils ont pas choisi d'atterrir dans ma famille, ils n'ont pas choisi d'atterrir avec moi. Donc je me suis dit, je peux pas les laisser, quoi. Donc pour eux, parce que je me suis vraiment réfugiée dans le monde des animaux, parce que l'homme... c'est devenu un peu compliqué quand on vit tout ça. Et voilà, je me suis dit, pour eux, tu es obligé de te battre. C'est tes animaux qui t'ont sauvée? Mes animaux m'ont sauvée. Enfin, pendant les 3 ans de violence, c'est mon métier qui m'a sauvée. C'est mon métier d'infirmière. C'est mes patients. Mon métier d'infirmière m'a sauvée de la télé-réalité et m'a sauvée de la violence. Et une fois que j'ai subi cette condamnation, c'est mes animaux qui m'ont sauvé la vie. Tu parles de quoi comme condamnation? 8 mois de prison avec sursis, avec mise à l'épreuve et suspension de permis, c'est ça? Oui. Elle est récente, cette condamnation? Elle date du 27 juin. Du 27 juin. Comment tu l'as accueillie?
J'ai très mal accueilli cette condamnation parce que pour moi, c'est injuste. C'est injuste. C'est injuste parce que, ben, je le répète, tout le monde savait ce que je vivais. Tout le monde savait, dans la ville d'Alès, tout le monde savait ce que je vivais depuis des années. Absolument tout le monde. Et finalement, c'est comme si on avait un peu plus essayé de me couper la parole. Depuis que j'ai fait de la télé-réalité, j'ai l'impression que clairement, je n'ai plus le droit à la parole. On ne m'accorde plus de crédit. Mais alors, à aucun niveau, quoi. Et même au niveau des violences conjugales, ben non. Je suis une pauvre fille de télé-réalité, un peu tarée, donc finalement, c'est le sort qui m'est réservé. C'est triste ce que tu dis. C'est triste ce que je dis, mais c'est une réalité. C'est comme ça que nous sommes, nous, filles de télé-réalité, considérées. On est toutes mises un petit peu dans le même panier, et puis bon, ben, on a un peu cherché ce qui nous arrive, quoi. Les travers, on va dire que c'est les travers de la télé-réalité. C'est vrai que moi, j'ai découvert les violences après la télé-réalité. Peut-être que je n'aurais pas fait de télé-réalité, je les aurais découvertes de la même façon. Mais en tout cas, c'est vrai que je suis... la descente aux enfers a commencé après la télé-réalité, quoi. J'ai eu tendance à tomber sur des manipulateurs. On va en parler. Cette condamnation, elle était liée à une conduite, c'est ça? Tu étais dans ta voiture? C'est ça? Oui. Ce jour-là, je ne sais pas si c'était le soir, le matin. C'était en plein après-midi. En plein après-midi. Qu'est-ce qui t'arrivait? Qu'est-ce que tu faisais? Dans quel état t'étais? Qu'est-ce qui venait de t'arriver? Ce jour-là, je ne travaillais pas. Parce que j'avais fait un burn-out. J'ai fait un gros burn-out au mois de juin. Je suis tombée à 7 de tension. J'étais vraiment mal. Des suites toujours des violences conjugales, de l'incompréhension d'un certain nombre de personnes et du fait tout simplement que tout le monde fermait les yeux sur ce qui m'arrivait et sur ma situation. Parce que les conséquences, plus tard, des violences conjugales, ça a été les conséquences financières. Voilà. Et je ne travaillais pas, j'étais tout simplement en train de faire mon petit train-train. Je sortais de chez l'avocat parce que j'ai été avec un compagnon qui s'est retrouvé en prison, sans que je sache le pourquoi du comment, une fois de plus, une vérité cachée. Donc voilà, je venais de récupérer mon véhicule, tout simplement, et je ne faisais rien d'extraordinaire. Voilà. Tu n'as plus de permis aujourd'hui? J'ai récupéré mon permis aujourd'hui. Ah, tu l'as récupéré? Ouais. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils te font faire un stage? Non, j'ai pas eu de stage, une visite médicale, des analyses. Donc moi, j'ai souhaité faire des analyses tous les mois, voilà, pour montrer patte blanche, entre guillemets, pour montrer que je n'étais pas une toxicomane. Voilà, donc... Et puis une visite médicale, donc où on apporte la dernière analyse et où on est vu par 2 médecins qui déterminent si oui ou non on est apte à reprendre la conduite. Bien sûr. Beaucoup ont cru que tu étais toxicomane? Beaucoup de personnes ont cru que j'étais toxicomane et tout le monde le croit encore. Pour quelle raison? Par rapport à tout ce qui a pu sortir dans la presse, tout simplement. Et parce que c'est ce que mon ex-compagnon a essayé de faire croire sur les réseaux en balançant un certain nombre de vidéos il y a quelques mois. Tu parles de la vidéo où tu sors d'une voiture et où tu t'arraches les cheveux, tu as l'air dans une colère extrême et tu es en maillot. Oui, c'est ça. Mais il faut savoir que mon ex-compagnon, en fait, me poussait à bout. Alors, en général, c'était... il me faisait consommer un certain nombre de choses. De toute façon, je n'avais pas réellement le choix parce que c'était ça où je me faisais tabasser. Et donc, il me poussait à bout, mais bien comme il faut. Donc là, en l'occurrence, il avait déjà commencé à m'arracher une bonne partie de mes cheveux. Et puis, dès qu'il obtenait ce qu'il voulait, il dégainait son téléphone et il me filmait. Avec pour objectif de l'envoyer à des blogueurs? Avec pour objectif de me tenir sous son emprise. Parce qu'en gros, c'était du chantage. C'était si jamais tu t'en vas et si jamais tu me quittes, les vidéos, je les balance. Et un jour, je te ferai perdre ton boulot d'infirmière et ton diplôme. Mais comment tu le vivais, ça? Je le vivais très mal, parce que moi, infirmière, le travail d'infirmière, c'est ma vie. J'ai complètement laissé de côté ma vie sentimentale et ma vie familiale pour mon métier d'infirmière. Donc pour moi, c'était vraiment le châtiment le pire qui pouvait m'arriver dans ma vie. Donc quelque part, tu étais obligée de te soumettre à ses volontés? Je me soumettais aux volontés de mon ex-compagnon parce que j'avais cette peur bleue. En fait, je vivais dans la peur. Mais c'était même pas dans la peur de mourir, c'était dans la peur, finalement, c'était pire pour moi d'imaginer perdre mon diplôme d'infirmière que de mourir.
Et pourquoi tu parlais tout à l'heure d'emprise financière aussi? C'est vrai que c'est un sujet qui est peu abordé dans les médias, l'emprise financière. C'est vrai que c'est peu reconnu, enfin c'est pas du tout reconnu dans la société française, mais voilà, les violences financières existent. Et moi, en l'occurrence, je n'avais plus accès à mes cartes bancaires. Enfin, c'était mon compagnon qui mettait l'essence, c'était mon compagnon qui gérait les comptes, c'était lui qui faisait le versement à telle et telle administration. D'ailleurs, il n'y avait pas du tout de versement, puisque je me suis rendu compte au bout de 3 ans que les impôts n'étaient plus payés, que l'URSSAF n'était plus payé. Et en fait, pendant ce temps-là, monsieur menait la grande vie, mais me la faisait mener avec lui, sur mes comptes. Et moi, je n'étais absolument pas au courant de ce qui se passait, quoi. Et donc toi, tu mettais pas ton nez dans tout ça, tu faisais quoi? Confiance? Je n'avais pas le droit de mettre mon nez dans tout ça. Ah, t'avais pas le droit? Et j'étais obligée de lui faire confiance parce que voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait dans sa famille. C'était les hommes qui géraient l'argent et basta. Donc lui, il n'allait pas travailler, c'était moi qui ramenais l'argent et c'était lui qui gérait l'argent. Je ne me suis pas une seconde imaginé de tout ce qui se tramait derrière moi, quoi. Donc, une fois sortie des violences psychologiques et des violences physiques, bon, violences psychologiques non, parce qu'il y en a toujours plus ou moins avec du chantage, mais une fois sortie des violences physiques et violences psychologiques, il y a la descente aux enfers financières. Parce que ça, on ne le voit pas de suite. Tu l'as vu au bout de combien de temps? Je l'ai vu au bout de 3 mois de séparation. Qu'est-ce que tu as constaté? Les impôts me sont tombés dessus. J'ai commencé à voir arriver les huissiers, sans comprendre d'où ça venait, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte que depuis X années, rien n'était payé. Tu devais des grosses sommes de par ces actions-là? J'ai quand même un travail qui paye bien, oui. Donc forcément les charges vont avec. Donc ouais, on me réclamait des sommes assez exorbitantes. Je peux te demander quelles sommes t'ont été réclamées? Je ne saurais pas te dire, et là on va vraiment trop dans l'intimité, oui, je peux pas te respecte, répondre, mais des sommes quand même assez importantes. Très lourdes, des sommes très lourdes à assumer pour une fille comme moi, même en ayant un très bon boulot. Mais bien sûr, lourde de conséquences aujourd'hui, ça veut dire que ça t'a mis dans le rouge? Ça m'a mis dans le rouge et puis ça a mis entre parenthèses tous les projets que je pouvais avoir parce que c'est vrai que du coup finalement on se dit qu'on va lever le pied pour pouvoir construire une famille, pour pouvoir faire autre chose de sa vie. Et puis non, finalement, voilà, moi qui travaille depuis l'âge de 16 ans, j'ai travaillé... Alors je voyais des commentaires, tu n'es pas infirmière depuis l'âge de 16 ans. Non, je ne suis pas infirmière depuis l'âge de 16 ans, mais j'ai travaillé au McDo, j'ai été caissière, j'ai toute ma vie travaillé, depuis l'âge de 18 ans je paye des impôts, et normalement à presque 40 ans, je devrais être tranquille, quoi. Je devrais avoir 2 appartements de payer, je devrais être bien, quoi, pouvoir voir venir les choses tranquilles. Et en fin de compte, non. C'est comme si je devais recommencer à zéro et en négatif, quoi. T'as l'impression de recommencer à zéro aujourd'hui? J'ai l'impression de recommencer totalement à zéro. Mais après, voilà, comme je le dis, ça m'a permis aussi de me rendre compte que l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue certes, mais il ne fait pas le bonheur et j'ai tout pu m'offrir et il m'a toujours manqué l'essentiel, quoi. À savoir une famille. J'aurais préféré finalement vivre dans un HLM avec de l'amour et avec des enfants. Tu manques d'amour? Tu manquais d'amour? Je manquais d'amour. De toute façon, quand on a fait de la télé-réalité, on ne sait pas réellement les gens pourquoi ils sont là, si c'est par intérêt, si c'est parce qu'ils veulent de l'argent, de la notoriété ou par amour. Donc j'ai le sentiment d'avoir manqué d'amour. En tout cas, j'ai manqué de beaucoup de sincérité autour de moi. T'es rentrée dans des traquenards? T'as rencontré les mauvaises personnes? J'ai rencontré énormément de mauvaises personnes. Alors, on me dit que j'ai fait les mauvais choix. Mais en fait, comme j'ai répondu à mon frère il n'y a pas très longtemps, mais on ne sait jamais, un choix, s'il va être bon ou s'il va être mauvais, ça serait trop facile. Je ne me suis pas levée un matin en me disant « Tiens, et si je me foutais dans la merde ?» J'avais réussi professionnellement parlant. Il était hors de question pour moi que je me mette dans la mouise. Mais voilà, j'ai choisi avec le cœur. Et mon cœur m'a trahi, malheureusement. Donc après, je regrette absolument rien de tout ce que j'ai fait. Bien entendu, parce que ça fait la femme forte que je suis aujourd'hui. Mais je n'ai pas fait les bons choix. Tu disais tout à l'heure, à presque 40 ans, j'aspire à autre chose. C'est quoi ton bilan à presque 40 ans? Mon bilan à presque 40 ans, c'est que voilà, je vais dire que je suis triste de devoir recommencer à zéro, mais pour rien au monde, je ne changerai ma vie avec une autre. Et pour rien au monde, je ferais autrement. Enfin, si j'avais une baguette magique, oui, je ferais revenir mon père. Mais par contre, je remercie la vie de m'avoir fait vivre tout ça parce que je suis fière de ce que je suis aujourd'hui. T'as perdu ton papa? Honte. J'ai perdu mon papa, mais ça fait un certain nombre d'années, j'en ai jamais parlé non plus parce que non. Voilà, j'ai perdu mon papa en 2016, voilà. Ah, je sais. Et ça a été le début de la descente aux enfers réelle pour moi. Donc j'ai eu 7 ans de descente aux enfers où je me suis voilée la face.
Donc on va dire que la perte de mon père, l'accident de voiture, les violences conjugales, Ça faisait beaucoup. Ça a fait beaucoup. Comment tu l'as vécu cette perte? Ça a été très difficile pour moi. Mon père, c'était l'homme de ma vie. Donc ça a été, j'avais un gros complexe d'Oedipe avec mon papa, c'était tout pour moi. Et donc ça a été très dur, c'est toujours dur. Hein. Mais je me bats voilà aussi pour lui. Je sais que mon papa a regretté beaucoup de choix dans sa vie et je voudrais qu'il soit fier et je voudrais avoir la vie que lui n'a pas pu avoir. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à ton papa qui n'est plus là, s'il te regarde et qui voit tout ce qui t'est arrivé, qui voit toutes les galères par lesquelles t'es passé? Qu'est-ce que tu lui répondrais? Et déjà, tu penses qu'il te dirait quoi? Je pense que mon père serait fier de moi. Voilà. Je pense qu'il serait fier de moi et qu'il regrette beaucoup de ne pas m'avoir connue avant. Parce qu'en fait, mon père m'a découverte dans Secret Story. Hein. Je crois qu'avant, il ne connaissait pas sa fille. C'est-à-dire? Je pense qu'il avait une image de moi beaucoup plus superficielle. Et en fait, il a découvert il a découvert mon mental dans Secret Story. Et il a été très fier de moi. C'est-à-dire ton mental à toute épreuve, tu parles de quoi? Oui. Est-ce que tu parles d'acharnement? Il a découvert mes valeurs. Il a découvert ma force. Mais ta force face à quoi? Face à l'acharnement. On s'en souvient que c'était pas évident ta saison de Secret Story. Oui, il a découvert ma force face à l'acharnement, face à la méchanceté. Tu considères t'être faite harceler dans Secret Story? Je considère m'être faite harceler, oui, dans Secret Story, mais pas que dans Secret Story, dans Les Anges, et puis dans la vie de tous les jours, puisque de toute façon, mon adolescence serait à revivre aujourd'hui. Je pense que ce serait très difficile, parce que j'ai été harcelée pendant l'adolescence, mais il n'y avait pas de réseaux sociaux. Ah, t'as été déjà harcelée pendant l'adolescence. Oui. Pour quelle raison? Enfin, je crois qu'on ne le sait jamais véritablement. J'ai toujours été différente, en fait. Et je pense que la différence dérange, voilà. Donc, j'étais première de la classe, j'avais un peu plus de moyens que les autres. Donc, j'étais mise à part. J'avais des idées différentes aussi. Et puis, physiquement, j'étais très différente aussi. C'est-à-dire, tu étais différente comment? J'étais très grande, très mince. J'ai grandi d'un coup. Alors, j'avais déjà ma taille à l'âge de 13 ans. Mais bon, comme j'avais grandi d'un coup, j'étais très maigre. Enfin, voilà, j'avais pas de poitrine. Tu te faisais insulter? Je me faisais insulter, j'étais critiquée. J'avais même des copines qui me faisaient des mauvais coups et qui faisaient appeler des garçons le week-end en faisant croire qu'ils étaient amoureux de moi alors que c'était faux. Enfin, voilà. Tu pleurais? Non, je pleurais pas parce que j'étais bien dans mon cocon familial en fait. Moi, je suis restée, j'ai donné la main très tard à mon père. Moi, je collectionnais mes timbres, j'ai joué au Barbie jusqu'à 15 ans. C'était pas du tout la même adolescence que maintenant. Hein. Je suis très fière de l'adolescence que j'ai vécue. Mais voilà, moi, j'ai tout fait à 16 ans pour la première fois. Quoi. Mon premier bisou, c'était à 16 ans. Ma première relation sexuelle, c'était 16 ans. Je suis restée 4 ans avec cette personne et j'aurais aimé que ce soit l'homme de ma vie. Enfin, voilà, donc j'étais... dans mon cocon, quoi. Donc, à la limite, je le vivais bien. Mais bon, c'est vrai que on ne souhaitait pas mon anniversaire. Je prêtais mes vêtements pour avoir des copines. Je donnais les résultats au contrôle. Mais bon, c'était vivable. Je pense que maintenant, ça le serait beaucoup moins. Pourquoi ça le serait beaucoup moins maintenant? Avec les réseaux sociaux. Tu l'as vécu aussi quelque part? Oui, mais en étant adulte. Mais c'est-à-dire que quand tu étais dans Secret, c'était la saison 5, c'était la saison 5. C'était la saison 5, on est en quelle année déjà? On était en 2011. Ah oui, on est en 2011. Il n'y a pas les réseaux sociaux popularisés comme aujourd'hui. Il n'y avait pas Instagram encore. Bon, voilà. Donc ça nous remet dans le contexte. Et pourtant, tu parles tout à l'heure, tu parles d'acharnement, tu parles de harcèlement dans Secret. De qui? De quoi? Pourquoi? Le harcèlement, l'acharnement venait des autres candidats. Tous? Oui, tous. Tous. Même Geoffrey, à la limite. C'est ton ex de l'époque? Ouais. Parce que tu avais gagné cette saison 5 Oui, de j'ai Secret gagné, Story. j'ai gagné, mais en fait, il se mettait du côté des autres candidats. Qu'est-ce qu'ils te reprochaient dans Secret Story? Tu nous as expliqué ce qu'on te reprochait à l'école. Dans Secret Story, qu'est-ce qu'on te reprochait? Qu'est-ce qu'on me reprochait? Déjà, on m'a reproché d'avoir menti pour défendre mon secret. En même temps, ça faisait partie du jeu. Hein. Moi, Geoffrey m'avait demandé de lui prouver mon amour et il m'avait dit tu veux me prouver ton amour, défends le secret bec et ongle. C'est ce que j'ai fait. Donc on m'a reproché d'avoir menti et surtout, en fait, je pense que les candidats s'imaginaient que j'étais la blonde complètement écervelée, qu'on pouvait jeter à tout moment, quoi. Ils ne s'imaginaient pas, 1, 2, 3, que j'étais une adversaire de taille. Parce que tu cultivais à l'époque quand même ce côté Barbie et Ken, mais est-ce que c'était une raison pour te traiter comme tu as été traitée?
Je cultivais ouais, ce côté blonde et ce côté Barbie et Ken. Après, ce n'était pas une raison pour m'en faire voir à ce point, mais on a toujours besoin d'un punching ball, on a toujours besoin d'une excuse ou voilà, d'un responsable. Et j'étais la responsable du mal-être de tout le monde et de l'échec de tout le monde. T'as l'impression que toi, Marie Garret, t'es une cible facile pour te faire des reproches, là où d'autres auraient des actions similaires et ne recevraient pas de reproches? J'ai l'impression d'être la bonne cible aux yeux des gens. Voilà, c'est la cible facile. Ah bah tiens, elle a l'habitude. On va lui mettre sur la tête. On va lui mettre sur les épaules. Elle a les épaules assez larges. Elle peut supporter. On y va. Je pense qu'aussi les gens... Enfin, c'est paradoxal parce qu'on essaye de me... On me compare à Loana et d'une autre façon, on est capable de me mettre sur les épaules un certain nombre de choses comme si on percevait quand même ma solidité. Donc, je ne sais pas moi, de mon côté, comment réellement le percevoir. Mais c'est vrai que tu as l'impression qu'une partie du public te voit comme une jeune femme faible, fragile, mais en même temps forte et qui a les épaules pour subir toutes les critiques qu'elle reçoit? Bah, j'ai quelque part ce sentiment. Ce sentiment parce que on n'irait pas, par exemple, on va reparler de Loana encore, la pauvre, hein, mais je ne pense pas on serait capable de mettre autant de choses sur les épaules d'une fille aussi fragile. Il y a une personne, une ex-candidate devenue influenceuse qui s'est excusée publiquement au travers d'une trend, d'une vidéo sur TikTok. Cette jeune femme, c'est Aurélie Vandalen. Elle a écrit en légende « Ne pas perdre en considération l'émotion de Marie et mettre la responsabilité sur le fait qu'elle n'ait pas d'humour ». Je te propose de voir et après je vous partage la description d'Aurélie Vandalen. Regarde. Rigole, Marie. Je rigole, mais c'est de l'humour, Marie, de l'humour. Tu veux que je t'explique le mot? Non, mais c'est bon, j'ai compris. Eh ben alors, il est où le problème? Pourquoi tu prends... Elle écrit en description, Aurélie Vandalen, « Je sais que c'est une trend, c'est même marrant, mais ma réaction était toxique et méchante envers Marie. Mon ego préférait faire croire qu'elle n'avait pas d'humour que de réaliser qu'elle était blessée et vexée. Pardon Marie, merci la vie de m'avoir fait tomber pour réaliser toutes ces choses-là. » C'est fou. Ouais, c'est incroyable. Comment tu l'as accueilli? Comment tu l'as pris? Ah bah, j'ai été très heureuse, je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, des années après, c'était juste incroyable qu'Aurélie puisse présenter des excuses. Bon, voilà, c'est vrai que j'étais pas très marrante non plus, hein, j'étais plutôt chiante pour parler vulgairement. Mais donc moi aussi, enfin quelque part, je pourrais présenter, et j'ai présenté aussi mes excuses à Aurélie, parce que dans une relation, il y a deux personnes, hein, forcément, pour interagir. Et il n'y a pas un seul responsable. Tu les acceptes, ces excuses à Aurélie? J'accepte les excuses d'Aurélie, bien sûr. Et ça me fait vraiment plaisir que des années après, elle réagisse et qu'elle percute. Oui, à l'époque, c'était facile pour tout le monde de se ranger du même côté. Je pense que c'était facile... quand on a quelqu'un de malheureux en face de soi, on n'a pas envie forcément d'accueillir le malheur parce qu'on sait que ça va avoir des répercussions sur soi-même. Voir quelqu'un de malheureux, forcément, on ne peut pas être bien de voir quelqu'un malheureux. Donc c'est facile de réagir, de nier. Et finalement, j'ai l'impression que toutes ces personnes-là étaient dans le déni de ma souffrance pour aller mieux, elles, de leur côté. D'autres candidats de ta saison 5 de Secret Story se sont-ils excusés? Personne d'autre ne s'est excusé, absolument pas. De quel candidat de ta saison 5 de Secret Story tu n'accepterais pas les excuses aujourd'hui? De la part de Geoffrey. Geoffrey Crouzilla, ouais. Qui était ton partenaire de Secret Story 5, ton ex. Ouais. Pourquoi tu n'accepterais pas ses excuses? Parce que c'est un menteur, tout simplement. Bon, c'est loin d'être le pire de tous les garçons que j'ai rencontrés. Hein. À la limite, c'était même quelqu'un de très gentil. Mais ça a été de la trahison bien au-delà de la télé-réalité, quoi. Il y a eu de la trahison dans notre couple. Voilà, il a joué. Il m'a menti de A à Z. Il a profité. Tu as réussi à faire le deuil de cette relation complètement? J'ai complètement réussi à faire le deuil de cette relation. Tout le temps, les gens me demandent « Et alors, Geoffrey, c'est fini avec Geoffrey ?» Mais c'est fini depuis très longtemps avec Geoffrey. Ça s'est fini en 2012 entre lui et moi. Donc ça fait belle lurette que c'est fini. Bien sûr que j'ai fait le deuil, et heureusement. Mais voilà, je me dis que finalement, j'ai été dure avec lui, même si... Je le suis encore puisque je ne lui pardonnerai pas, je n'accepterai pas ses excuses, mais j'ai été dure avec lui là où j'ai accepté des choses inacceptables de la part d'autres hommes. Qu'est-ce que tu as accepté de la part de Geoffrey? J'ai accepté de la part de Geoffrey qu'il ne me regarde pas,
Qu'ils me mentent, qu'ils me trompent. Pendant longtemps? Je l'ai appris bien trop tard. Je l'ai appris en sortant de Secret Story qu'il m'avait trompée. Je ne le savais pas avant. T'aurais aimé avoir quelqu'un dans Secret Story qui soit là pour t'accompagner, pour t'épauler, pour prendre ta défense? J'aurais aimé trouver dans Secret Story quelqu'un pour prendre ma défense et pour m'épauler. Mais j'avais un peu trouvé ça chez Géco, mais malheureusement, c'était à l'occasion d'une mission. Et je l'avais très mal vécu, ça. Quand j'avais appris que c'était une mission, je l'avais très mal vécu. Parce que j'aimais vraiment bien Géco. Tu parlais des anges tout à l'heure. Oui. Tu disais dans les anges, j'ai vécu l'harcèlement. C'était la saison 4 et 5, hein, Oui. les anges. Ouais. Bah, la même saison que Nabila. Oui. C'est ça. Il y avait Nabila, il y avait qui d'autre encore? Amélie Netten, Ouais. bien sûr, dans cette On avait saison. Aurélie Vandelen. Aurélie Van Ouais. Dalen également, Ouais. que tu avais retrouvé dedans. Quel souvenir tu as de ces participations? J'ai de très mauvais souvenirs de mes participations dans Les Anges. Vraiment, ça a été pour moi insupportable. Franchement, c'était insupportable. Pire que Secret? Ah, pire que Secret. Ah oui, complètement. Parce que dans Secret, je me sentais soutenue par la production et puis c'était plutôt carré. Tandis que dans Les Anges, la façon de procéder de la production était vraiment douteuse. Et puis j'avais l'impression d'être la seule à en avoir conscience, quoi. Ça m'est arrivé d'aller voir Geoffrey et de lui dire « Mais là, on est en train de te faire passer pour un pigeon. Et toi qui n'as pas supporté la réputation qu'on t'a fait dans Secret Story, mais là, tu vas sortir de là, tu vas te faire défoncer, quoi. » Non, personne ne voyait rien. Le matin, on venait nous réveiller, on nous disait « Tiens, tu pars en rendez-vous avec telle ou telle personne. » Le soir, on nous demandait en interview pourquoi nous avions décidé de partir en rendez-vous avec telle ou telle personne. Enfin, ça ne semblait bizarre à personne, quoi. C'était vraiment de la manipulation, mais... Et ouais, j'avais l'impression... Déjà, je ne supportais pas ce qui m'arrivait, je ne supportais pas le harcèlement des candidats, mais en plus de ça, j'étais spectatrice de ce que la production, de la façon de faire de la production, et je ne pouvais rien dire, parce que j'étais seule contre tous. Tu avais le sentiment d'être harcelée par quel candidat dans Les Anges? J'avais l'impression d'être harcelée par Julia, par Amélie, par Aurélie. J'avais Bruno de mon côté. Heureusement que Bruno était là. Mais j'étais, de toute façon, voilà, c'est comment... Quand on devient le chat noir... Aurélie Van Dalen, elle s'est excusée, elle t'a fait une vidéo. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour le coup à Amélie Netten? Qu'est-ce que tu aimerais dire à... qui d'autre t'as cité? Ah oui, Julia Flaba, mais en même temps, c'était... Julia, les producteurs l'ont fait venir dans Les Anges, soit pour péter un couple, soit pour se mettre en couple. Donc c'était son rôle, quelque part. Et elle voulait faire péter ton couple avec Geoffrey? Parce qu'elle n'avait pas réussi à se mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Et ça, tu l'as mal vécu? J'ai mal vécu le manque de franchise, l'hypocrisie. Depuis le premier jour, depuis l'aéroport, j'ai senti ce qui se passait entre Geoffrey et Julia. Personne ne m'a cru. C'était de la trahison, c'était ma copine, je dormais avec elle. Mais elle savait ce qu'elle faisait? Alors attention, on parle de Julia Flaba à l'époque, elle a certainement évolué Oui. aujourd'hui. Mais elle savait pourquoi elle était là? Julia savait exactement pourquoi elle était là. De toute façon, c'était du chantage de la production. C'était soit elle faisait ça, soit il a dégagé. Alors elle était quoi? Elle était coupable ou victime? À la fois coupable et à la fois victime d'avoir accepté. Mais en même temps, c'était pour du travail. Mais bon, moi, personnellement, je n'accepterais pas tout pour du travail. Et Amélie Netten, qu'est-ce qui s'était passé? Amélie, elle restait dans son rôle de poissonnière, entre guillemets, quoi. Voilà, c'était l'image d'Amélie, quoi, la gueularde. Et puis, c'était plus facile de m'enchaîner, moi. Elle t'enchaînait régulièrement? J'étais la proie facile. Elle t'enchaînait régulièrement? Elle m'enchaînait régulièrement, oui, c'était quotidien, hein. T'aurais aimé aujourd'hui avoir, comme Aurélie Van Dalen l'a fait, des excuses de la part de, je sais pas, Amélie Netten, Julia? Ça m'intéresse pas d'avoir des excuses en fait de ces personnes-là parce que c'est des gens que je ne fréquente plus, c'est pas un milieu que je fréquente encore. Mais à l'époque, j'aurais bien aimé être un minimum comprise, même si je reconnais que je n'étais pas facile à vivre. Mais j'aurais aimé, voilà, c'était la solution de facilité pour tout le monde. Voilà, j'étais le chat noir, donc, comme on dit, j'ai plus le terme, quand tout le monde vient sur une même personne. Le vilain petit canard. Voilà, j'étais le vilain petit canard, quoi, donc c'était facile. Quelqu'un m'aurait défendu, Bruno, de me défendre, n'avait pas un rôle très glorieux. Ça a été dur pour lui aussi. On lui a beaucoup reproché de m'avoir défendu. Fallait être capable d'assumer.
Fallait pouvoir me porter sur son dos derrière, quoi. Ok, je comprends. Fallait pouvoir encaisser d'avoir défendu Marie Garé, et il fallait pouvoir supporter ce qu'on allait vivre derrière par les autres candidats. T'aimerais refaire de la télé, du divertissement? La télé pour défendre des vraies causes, de vraies causes. Pas de la télé-réalité. Mais j'aimerais enfin être entendue pour des choses qui me sont chères. C'est vrai que ma parole avait du pouvoir quand j'étais lycéenne. Voilà, j'avais déjà le physique, j'avais tout ça, mais je n'étais pas considérée comme une blonde écervelée, quoi. Quand j'ouvrais la bouche, ça avait du pouvoir, ça avait du crédit. Tout ça s'est envolé en fumée quand j'ai commencé à faire de la télé-réalité. Donc si aujourd'hui j'essaye de défendre certaines causes, comme les travers de la chirurgie esthétique ou comme les violences physiques et psychologiques faites aux femmes, ben, on ne m'écoutera pas parce que je suis bête. Aux yeux des gens, je suis quelqu'un de bête. On t'écoute aujourd'hui? Oui, on m'écoute aujourd'hui. Mais j'aimerais qu'on me donne le droit de parole, pas seulement avec toi. Mais j'aimerais pouvoir vraiment aider les gens. Même par rapport peut-être à tout ce que tu as traversé? Exactement. Exactement, parce que c'est très difficile de sortir des violences. C'est très difficile. Enfin, je pense que 90% des femmes ne seraient plus là à ma place. Mais moi, je veux leur dire, je voudrais pouvoir leur faire comprendre qu'on peut s'en sortir. Et que, tant pis pour l'argent, tant pis pour le métier. Enfin, une vie, c'est cher. La vie, c'est important. La vie, c'est beau. Et la roue tourne un jour ou l'autre et il faut se battre. Est-ce que c'est parce que certains voulaient t'enterrer que, rappelle-toi, en 2020, tu avais annoncé, je crois, ta fausse mort sur les réseaux? Est-ce que c'était parce que tu sentais que les gens voulaient t'enterrer? Est-ce que c'était une façon de dire je n'en peux plus, je veux quitter ce monde? Quand annoncer cette fausse mort, oui, c'était une volonté de vouloir disparaître en fait. J'avais même pas conscience de toute la dimension que ça pouvait prendre. Pour moi, c'était déjà disparaître au niveau de mes proches, au niveau de mon cercle restreint d'amis, de connaissances. J'avais pas conscience des dimensions que ça pouvait prendre, mais voilà, c'était une forme de disparition. J'en pouvais plus, je voulais qu'on me laisse tranquille, je voulais disparaître. Tu regardais les commentaires? À l'époque, je ne regardais pas les commentaires parce que j'ai été hospitalisée. C'est un moment où je me suis retrouvée hospitalisée par rapport aux violences physiques et psychologiques que je vivais. J'ai été prise en charge sur Montpellier à l'époque. Et donc, je n'avais plus accès à mon téléphone, volontairement, de la part de l'hôpital, pour éviter tout harcèlement ou tout chantage. Comment on sort la tête de l'eau, Marie? Est-ce que tu as sorti la tête de l'eau? Je n'ai pas encore tout à fait sorti la tête de l'eau parce que tout ça a de larges conséquences. De larges conséquences professionnelles, de larges conséquences financières, de larges conséquences psychologiques. Donc je suis là, je suis la tête haute, droite dans mes bottes. Voilà, on a le sentiment que j'ai sorti la tête de l'eau. Mais 3 ans de violence, ça laisse des traces. D'où tu tiens toute cette force, ce mental? Parce que on l'a dit, on l'a vu, tu as traversé des épreuves, il y a eu des conséquences, il y a eu des condamnations, il y a eu des travers, tu as subi beaucoup de choses. Tu as essayé de chercher du réconfort, ton bonheur aussi, malgré toi, ailleurs. D'où tu trouves cette force aujourd'hui de t'exprimer, de parler, de raconter ton histoire, de continuer à te battre? Mon mental, je le tiens de mon père. Mais ça, pareil, j'ai mis du temps à le comprendre. On s'est découvert, mon père et moi, la dernière année de sa vie. C'est là qu'on a vraiment fait connaissance, lui et moi, alors que j'ai été élevée par mon papa. J'ai été choyée, j'ai vécu avec mes 2 parents. Mais j'ai vraiment fait connaissance avec mon père sa dernière année de vie. Et c'est lui qui avait un mental à ce niveau. Et il n'a pas toujours fait les bons choix dans sa vie. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'il soit fier de moi. Donc je me bats. Je me bats pour lui, pour sa mémoire. Voilà. Pour ne pas qu'il soit parti pour rien et pour ne pas que son nom disparaisse pour rien, parce que je suis la dernière d'égarée. Donc il n'y a pas de garçon derrière, donc voilà, son nom s'éteint. Et pour que sa mémoire demeure. C'est touchant. Ouais. Tu souhaites devenir maman? Je souhaite devenir maman, oui. Je t'en avais parlé quand j'étais avec mon ex-compagnon violent, nous avions entamé une PMA. Donc
Dieu merci, qui n'a pas fonctionné. Hein, Pourquoi une PMA? Une PMA, parce que je tombe très facilement enceinte. Hein. J'ai été ma contrainte à avorter il y a X années, alors que j'étais déjà à un stade de grossesse bien avancé. Mais mon ex-compagnon étant dans la drogue, c'était compliqué d'avoir des rapports normaux, on va dire. Donc, on n'avait pas forcément le choix que d'avoir recours à une PMA. Et Dieu merci, ça n'a pas fonctionné parce qu'un enfant dans la violence et un enfant avec tout ce qui s'est passé suite à cette relation, ça aurait été compliqué. Enfin, moi, je souhaite offrir à un enfant le même schéma que j'ai vécu avec mes parents, à savoir un schéma d'amour, des parents qui vivent ensemble, qui évoluent ensemble, qui vieillissent ensemble. Voilà ce que je veux donner à un enfant. Je ne veux pas agir de façon égoïste et je ne veux pas avoir un enfant égoïstement. Et pourquoi tu as été contrainte de mettre un terme à ta grossesse il y a X années, comme tu le disais? Parce que j'ai rencontré un homme, en fait, qui s'est mis avec moi pour rendre jaloux sa femme, son ex-femme. Donc, en fin de compte, quand la relation a pris une dimension plus sérieuse, il est parti. Ah d'accord. Voilà. Tu l'avais vécu comment? Je l'ai très mal vécu parce que j'avais donné mon préavis, parce que je l'avais aidé à retaper sa maison et parce que pour moi, c'était du sûr, quoi. Je connaissais ses enfants. Enfin voilà, je suis tombée enceinte très rapidement et pour moi, il n'y avait pas lieu que ça s'arrête, quoi. Donc j'ai eu la chance de pouvoir avorter, enfin la chance oui et non de pouvoir avorter à un stade avancé parce que je travaillais avec... J'étais infirmière de bloc avant, hein, donc avant d'être infirmière libérale, j'étais infirmière de bloc. Et donc mes collègues m'ont aidée à traverser cette épreuve assez tardivement. Tu étais enceinte de combien de semaines? Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, c'était assez avancé. Et j'ai beaucoup regretté cet avortement, mais aujourd'hui je me dis que voilà, cet enfant n'avait pas demandé d'arriver et je n'aurais pas pu lui faire vivre du malheur. Il faut pouvoir accueillir un enfant dans des bonnes conditions. Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens prête donc à devenir maman? Aujourd'hui, je me sens totalement prête à devenir maman, oui. Bon, c'est encore trop tôt avec ton compagnon, hein? À partir du moment où on rencontre la bonne personne, je pense qu'il n'y a pas d'histoire de trop tôt ou trop tard. Enfin, il faut se laisser vivre, il faut se laisser porter. Donc ça veut dire que tu te laisses l'opportunité de devenir maman avec l'homme que tu as rencontré? Je me laisse l'opportunité de devenir maman avec l'homme que j'ai rencontré, bien sûr. Lui aussi souhaite devenir père? Lui, il est déjà père. Ah, de combien d'enfants? 3. Ok, tu as rencontré ses enfants? Oui. Ça se passe bien? Ouais. T'es contente? Oui. Heureuse? Oui, heureuse. Ça va mieux? Ça va nettement mieux. Bon. Ça va nettement mieux, mais voilà, il faut assumer. Enfin, à presque 40 ans, il faut quand même être conscient qu'on ne se sort pas de 3 ans d'extrême violence en un claquement de doigts. Bien sûr, tu es en pleine reconstruction. Voilà, je suis en reconstruction, et une reconstruction après 7 ans de descente aux enfers, parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est depuis le décès de mon père, on ne se reconstruit pas en une seule année. Bien évidemment, voilà. ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps, tu prendras le temps qu'il te faut. Oui. En tout cas, je tiens à te remercier pour cette générosité, cette confiance dont tu as fait preuve aujourd'hui. Merci pour ta confiance, à toi aussi. C'est pas évident de raconter son histoire Ouais. quand on a vécu des péripéties, quand on a vécu des drames. On a ce sentiment de honte, comme tu le disais tout à l'heure en introduction, et quelque part, tu t'es réapproprié ton histoire. C'était important de me réapproprier mon histoire parce que c'est vrai que c'est plus qu'une histoire à se réapproprier, c'est ma vie. Oui, en fait, les gens se sont appropriés ma vie. Et c'est comme si aujourd'hui, ma vie ne m'appartenait plus. Et je souhaite vraiment, à nouveau, prendre possession de ma vie. C'est ma vie, c'est pas celle des autres. Et j'espère que tout le monde pourra t'accompagner dans cette réappropriation de ta vie. Marie Garé, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Oui. Ton compte Instagram, c'est Marie-Garé-Off. Merci encore. Merci à vous pour votre fidélité et votre bienveillance dans les commentaires. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours, vous le savez, des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.